Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir à notre tour le docteur Mamadou Lamine Sarr. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques à l'UVS. On va décortiquer avec vous l'actualité. Tout à fait. On commence par l'Assemblée nationale qui tient le haut du pavé depuis son ouverture avec l'Assemblée. Une sortie du garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, sortie très remarquée, très commentée, avec la perspective d'une possible perte du mandat de Madame Mimi Touré. Et justement, avec cette sortie, on va vous demander si l'avenir de Mimi Touré s'inscrit en pointillé, elle-même auteure d'une proposition de loi contre qui fait débat. Je vais pas dire polémique, mais qui fait débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ce positionnement de Mimi Touré d'abord, j'imagine de sa déception par rapport à la nomination, notamment au niveau de la présidente de l'Assemblée nationale, a conduit justement à une succession de réactions, justement de sa part. La première réaction, ça a été d'abord de sortir de la coalition, ensuite de se positionner par rapport à 2024. Et donc, par rapport à ce positionnement-là, donc le camp présidentiel, avec la réaction donc de M. Ismaïla Madior Fall, montre également que, à mon avis, c'est une bataille juridique qui va commencer entre Ismaïla Madior Fall et Aminata Touré sur la validité ou non du mandat de député de Mimi Touré. Là, on a vu également la réaction de Mimi Touré par rapport aux déclarations justement du garde des Sceaux et qui considère, elle, qu'elle est dans ses droits. Et au vu des réactions, en tout cas de la réaction officielle de son camp, on voit que il y a cette perspective-là, en tout cas, d'une bataille juridique sur le fondement juridique, en tout cas, du mandat à l'Assemblée nationale de Mme Mimi Touré. Si on sait qu'il y a eu une jurisprudence, si on peut l'appeler Mbaye Ndiaye et Cissé Lo, est-ce que ce n'est pas ce qui risque d'arriver Oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de ce cas-là, mais je pense que au vu de la configuration de l'Assemblée nationale, Mimi Touré peut-être aura, si je peux le dire ainsi, le soutien entre guillemets direct de l'opposition entre guillemets, vu le nouveau positionnement qu'elle va avoir. Du PDS, vous pensez avec tout ce qui s'est passé avec je pense que rien n'est écarté. Je pense que rien n'est écarté à ce niveau, et comme je pense qu'on est dans une phase de positionnement. À la fois du camp présidentiel comme de l'opposition. Et donc je pense qu'elle peut avoir du soutien là où elle ne l'espérait pas il y a peut-être quelques mois, à savoir donc de l'opposition. Mais justement, quel positionnement pour Mimi Touré au plan politique dans l'opposition, même si elle ne se situe pas pour l'instant dans l'opposition carrément, mais ses positions sont vraiment en hiatus avec sa coalition d'origine, je vais dire, pour parler ainsi. Mais aussi, quel discours politique elle va tenir avec ce positionnement, outre le troisième mandat? Tout à fait. Et c'est là tout l'enjeu, à mon avis, de Mme Mimi Touré. C'est-à-dire qu'elle a l'habit de celle qui était dans le parti au pouvoir, qui l'a quitté pour des raisons politiques ou personnelles. Et donc, elle doit retrouver un nouveau positionnement dans le champ politique. Et ça, ce n'est pas évident. Malgré son expérience politique, malgré qu'elle a été ministre et Premier ministre, ce n'est pas évident parce qu'il faut d'abord se confronter aux Sénégalais qui ont une perception, n'est-ce pas, par rapport à Mimi Touré. Et donc, tout l'enjeu pour elle, ce sera de se positionner, soit comme l'ont fait, par exemple, d'autres députés qui sont dans l'opposition, mais qui sont démarqués de l'intercoalition. Je pense notamment à Pape Djibril Fall, pour ne pas le citer, qui ont carrément admis qu'ils sont dans l'opposition, mais qui sont pas liés à aucune coalition. Elle peut avoir ce positionnement, ou se rapprocher effectivement d'une coalition, de l'intercoalition, voire même de l'ancien camp du Parti démocratique sénégalais. Tout est possible, à mon avis. Tout dépendra des facteurs, mais ce qui est important, ce qui est essentiel pour elle, c'est qu'elle devra se confronter aux Sénégalais par des propositions, par des programmes. Est-ce que la stratégie est la bonne? La stratégie adoptée, elle est tout de suite, on va dire, à l'offensive, à l'attaque. D'autres auraient préconisé un moment de silence, mais est-ce que effectivement, par rapport à l'échéance 2024, elle aurait pu se permettre ce temps du silence
hein, avant d'aller à l'offensive, à l'abordage. Effectivement. La stratégie est-elle la bonne? Je ne suis pas un stratège politique. En tout cas, ces équipes peut-être ont jugé que c'était la bonne stratégie. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'avaient pas le temps, parce que 2024, c'est bientôt. Et donc, elles n'avaient pas le temps de définir une stratégie sur le long terme. Donc, le fait de condamner le troisième mandat, de proposer une loi sur les limites des responsabilités par rapport aux liens familiaux à l'Assemblée, etc., c'est quelque chose qui justement entre dans la perspective de son positionnement dans le champ politique. Pour dire aux Sénégalais, voilà ce que je propose, voilà ce que je veux pour le pays. Donc ma position est claire par rapport au troisième mandat, qui est un des grands aspects politiques aujourd'hui au Sénégal. Donc elle se positionne par rapport à ça. Est-ce que ça va payer? On en saura plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Sa proposition de loi est-elle pertinente? On peut la juger pertinente, effectivement, dans un pays où on a déjà des lois sur, notamment l'enrichissement illicite, etc. On a déjà toute une série de lois sur des gens, en tout cas, qui voudraient travailler, qui sont au pouvoir, mais qui ont des liens avec la présidence ou avec d'autres institutions. Elle reste pertinente, mais elle reste également une proposition d'opportunité. On peut le lire ainsi. Pourquoi ça n'a pas été précisé? Pertinente, mais est-ce que ce n'est pas un porte-à-faux aussi avec la Constitution? Parce que je serais apparenté au président, à un ministre, même si je suis compétent. Tout dépend des postes. Il y a dans de nombreux pays démocratiques occidentaux qui sont des références en matière de démocratie, vous avez par exemple des lois ou des règlements qui interdisent à un député, par exemple, de recruter un membre de sa famille, à un président de recruter un membre de sa famille. Ça existe dans certaines démocraties. Donc ce n'est pas tout à fait une position, en tout cas, qui ne serait pas irrécevable par la Constitution, à mon avis. Je laisse le soin à nos amis juristes, mais à mon avis, elle reste pertinente dans le champ politique sénégalais. Et elle répond surtout à une demande, et je pense que Mimi Touré a sondé un peu le milieu, elle correspond aussi à une demande de la société sénégalaise par rapport à la vie politique. Alors, on sort d'un gamou où il y a eu beaucoup d'appels vers les politiques pour l'apaisement, en tout cas, du champ politique. Comment est-ce que vous analysez les discours tenus par les religieux, les appels qu'ils ont lancés envers les politiciens? À mon avis, ils jouent exactement le rôle qu'ils doivent jouer. C'est ce rôle de régulateur de la société sénégalaise, de régulateurs sociaux, de rôle dans l'apaisement de la vie politique et sociale. Et donc, on l'a vu à Tivaouane, on l'a vu à Medina Baye notamment, où le calife a beaucoup insisté sur le rôle des politiques par rapport à la société. Et c'est ce même rôle en tout cas, que doivent avoir les personnages de la société civile. Et donc, je pense que le fait que les religieux insistent sur cette dimension-là est quelque chose d'assez important quand on regarde la socioculture, n'est-ce pas, de notre pays qui a une bonne base religieuse. Donc, je pense que c'est un appel et j'espère que cet appel va être entendu par les politiques. Donc, ils ont beaucoup parlé de champ politique apaisé par ces appels. Est-ce que l'amnistie brandie récemment en Conseil des ministres par le président de la République contribue à l'apaisement de ce climat politique où il y a d'autres relents qui ne disent pas leur nom? Oui, on peut avoir cette lecture-là effectivement d'une décision en tout cas qui essaie d'apaiser le jeu politique, donc d'ouvrir les perspectives. Mais on peut avoir également une autre lecture qui est celle d'abord pour le camp présidentiel à mon avis, de poursuivre ce qui a été fait avec Pape Diop, donc ce fameux rapprochement avec la grande famille libérale. Je considère que ça rate dans cette perspective-là. Et d'autre part, également, d'éclater et d'essayer de déclater l'opposition. Quand vous avez des candidatures de Sonko qui s'est déjà déclaré, de Khalifa Sall peut-être qui va se déclarer, vous divisez, entre guillemets, pour mieux régner. Donc, à mon avis, il y a cette double casquette-là à travers cette décision-là. L'important maintenant, ce sera de voir comment est-ce que si c'est Khalifa Sall ou Karim Wade, parce qu'ils ne sont pas cités nommément dans la loi, dans le communiqué, pardon. Et comme on sait, ce ne sont pas des personnes qui sont amnistiées, mais plutôt des faits. C'est ça. Et donc tout le problème, ce sera pour eux. On ne pouvait pas dire Khalifa Sall. Voilà, c'est ça. On ne pouvait pas les nommer. Oui, on pouvait pas les nommer. Et d'ailleurs, c'est la bonne posture, à mon avis. On ne pouvait pas les nommer, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui seront concernées par cette loi d'amnistie-là. Mais tout le problème maintenant pour le camp présidentiel, et c'est là où l'opposition a peut-être une marge de manœuvre importante et un positionnement intéressant, c'est
que vont faire Karim Wade et Khalifa Sall par rapport à cette loi-là. Déjà, on entend dans leur coalition, dans leur famille politique, un rejet de cette loi d'amnistie. Et donc, ça les consolide sur le fait qu'ils brandissaient leur innocence par rapport au procès, aux différents procès qu'ils ont eu. Tout l'enjeu donc sera de savoir comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à cette loi et quelle perspective on aura. Est-ce qu'on ne peut pas également penser que ce sont des postures de négociation où je demande le plus pour avoir après peut-être le... Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est de la politique. Donc, et ce n'est pas mauvais en tant que soi, parce qu'on est dans un système politique, on est dans une démocratie, donc les gens sont libres, effectivement, de participer au jeu politique, tout en restant, bien évidemment, dans la légalité. Mais ce qui est certain, c'est que cette loi d'amnistie-là, elle a de toute façon une posture, en tout cas une casquette politique, c'est-à-dire qu'il y a des ambitions politiques derrière, que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour le camp présidentiel. Tout cela, n'est-ce pas un prolongement du dialogue politique finalement initié il y a 2-3 ans par le président de la République? Oui, en fait, c'est exactement ça. Moi, je le conçois comme un long processus. Oui. Comme un long processus. C'est la suite logique de tout ce qu'on a eu depuis. C'est ça, de ce dialogue qu'on a eu avant les élections locales, mais autrement, bien évidemment. Et ce n'est pas nouveau dans la vie politique sénégalaise. On a eu des gens qui ont eu des démêlés avec la justice, qui ont été amnistiés, etc. On a vu... Même avec le cas de Mimi Touré, ce n'est pas nouveau. Des premiers ministres comme Macky Sall qui sont sortis de leur coalition, de leur famille. Donc tout cela est une répétition un peu de l'histoire, comme on dit. Maintenant, c'est le contexte sénégalais actuellement qui diffère. On a une inflation importante, on a une demande sociale qui est très forte. Donc tout cela participe à cette reconfiguration du jeu politique sénégalais. Vous vous attendez aussi à un autre dialogue, mais cette fois-ci, c'est l'éternel recommencement sur le processus électoral, comme d'habitude avec nos hommes politiques. Tout à fait. Et comment tourner cette page définitivement où on a tout le temps des contentieux? Tout à fait. Et je pense que c'est un des grands défis des politiques sénégalaises. C'est-à-dire que si l'alternance, par exemple, et je donne souvent ça en référence, l'alternance de 2000 a eu lieu, c'est grâce aux décisions que le Parti socialiste, donc Abdou Diouf, avait prises en 1998 en nommant, par exemple, 2 généraux pour s'occuper des élections, le général Niang et le général Cissé, n'est-ce pas? Et ça a apaisé un peu le jeu politique parce que l'opposition s'est reconnue à travers ces 2 personnages-là. Et donc, tout l'enjeu des politiques aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que opposition comme pouvoir définissent une stratégie pour enfin régler ce problème du code électoral, du processus électoral, etc., des listes, des gens qui ont des cartes, qui ne peuvent pas voter ou inversement. Tout cela, donc, et à mon avis, démontre une certaine maturité que n'a pas encore la démocratie sénégalaise. C'est pas évident de dire ça, mais on n'est pas encore une grande démocratie, même électorale, parce qu'il y a encore des choses qu'une démocratie électorale ne peut pas se permettre, des problèmes de liste, des problèmes de carte d'identité pour les électeurs, etc. Donc on doit dépasser cela. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc tout l'enjeu d'ici 2024, notamment pour le président Macky Sall, je pense que c'est lui qui est au cœur de cette activité-là. C'est lui qui peut donner les orientations. Donc, comment passer au-delà de ça? Justement, vous parlez du président Macky Sall qui peaufine son image, qui soigne son image avec cette sortie inopinée dimanche à Wakhinane Nimzatt, à Guédiawaye. Comment est-ce que vous analysez cela? Je ne sais pas si on peut tirer une analyse politique de cela. Je dirais plutôt que c'est... Tout acte du président est forcément politique. Oui, et donc doit être analysé, bien évidemment. Mais j'analyserai cela... C'est évidemment politique. C'est ça, c'est politique, c'est politique. Tout acte du président est politique, effectivement. Mais je considère cela davantage comme un acte de communication politique qu'autre chose. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ce n'est pas la première fois qu'on voit également cela dans l'histoire politique du Sénégal et dans le monde notamment. Ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Oui. Je pense que le contexte ne s'y prêtait pas non plus. On est passé par la Covid. Ensuite, on a eu les élections locales et les législatives. Donc tout cela n'encourageait pas à de telles sorties. Mais tous les présidents du Sénégal depuis 1960 ont eu à faire ce genre d'activité-là, que ce soit connu ou pas. Et donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est une communication que l'on fait par rapport à ses partisans, par rapport aux Sénégalais en général. Alors, on avait parlé tout à l'heure d'amnistie. Est-ce que cela ne donne pas l'impression que les hommes politiques sénégalais sont au-dessus des lois ou en tout cas au-dessus du Sénégalais lambda? C'est en tout cas une perception que l'on retrouve
souvent dans la société sénégalaise, c'est cette justice à deux vitesses entre ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui le côtoient et les individus, les citoyens, comme vous dites, lambda. Et ça, c'est également, et on en a encore de nombreux, c'est également un grand défi que doivent relever les politiques, donner l'image d'une justice qui soit la même pour tous. Ça passe par des réformes de notre système judiciaire, ça passe par des réformes de notre système d'incarcération, ça passe par une certaine égalité et équité sociale, économique et sociale, que l'on n'a pas encore. Docteur, paradoxalement, quand c'est un Sénégalais lambda, un éleveur, un mécanicien, permettez-moi de citer, qui ont des problèmes avec la justice, on n'entend pas de problème, justement, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'un politicien qu'il faut juger, mais là, c'est un raffut du diable. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je pose la question. Effectivement, parce que justement, les activités judiciaires concernant les politiques, ou les hommes politiques, ou les femmes politiques, ne sont pas souvent à 100% ou totalement que judiciaires. Il y a toujours une connotation politique derrière. Oui. Et ça complexifie justement cette dimension-là. Et c'est ce qui fait que les gens, les Sénégalais ordinaires, comme vous dites, ont plutôt l'impression qu'il y a cette justice à deux vitesses-là. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent être des amis de demain, et c'est le jeu politique qui veut ça, on peut le comprendre, mais il y a un décalage entre ce discours-là et les actes que l'on pose. Et donc, à mon avis, là également, d'ici 2024, il y a certainement beaucoup de dossiers qui vont ressortir. On parle de Khalifa Sall, on parle de Karim Wade, mais le dossier également de Ousmane Sonko, c'est pour l'instant mis en suspens. Donc c'est des choses qui vont se complexifier et qui vont montrer si on a une démocratie, un système judiciaire mature ou encore en apprentissage. Alors, à votre avis, avec le nouveau gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba nommé, c'est un directeur de campagne pour Macky en 2024 ou c'est un dauphin encore caché? C'est un dauphin encore caché. On peut se poser la question, très sincèrement. Pour l'instant, moi, je ne pourrais pas m'aventurer, en tout cas dans les analyses que je peux faire pour dire si c'est un dauphin ou si c'est quelqu'un qui préparait la campagne de Macky Sall. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a la posture, il a certainement l'énergie, je suppose, parce que quand on est Premier ministre, c'est quand même se confronter aux Sénégalais. Il a peut-être l'ambition, on le verra, mais c'est quelqu'un qui est reconnu dans sa coalition, dans son parti. L'ambition, de toute façon, après Premier ministre, voilà. Il ne reste plus que le haut de la pyramide, donc on ne sait jamais. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui a un parcours politique assez intéressant. Et on a vu que dans l'histoire politique du Sénégal, effectivement, comme vous le soulignez, beaucoup de Premiers ministres, sur les 4 présidents qu'on a eu, on en a eu quand même maintenant peut-être 3 qui sont devenus présidents de la République, donc ce n'est pas rien, et ça signifie également quelque chose dans notre système hyper présidentiel, à mon avis. Le fait que le Premier ministre du pays soit celui qui soit à l'avant de la scène nationale par rapport au président peut signifier quelque chose pour ce dernier. Et donc avec Amadou Ba, on peut s'attendre à une candidature si jamais le président ne se représente pas. Docteur Sarr, merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Bonsoir.